Bonjour à toutes et à tous, J'ai rendez-vous avec est un programme mensuel qui est réalisé en coproduction entre PNTV et Now Coworking. Le fil rouge de ces échanges, eh bien c'est simple, c'est le rebond après l'échec. Ce mois-ci, nous recevons Laurent Bonater, on en est ravis. D'ailleurs, je précise que l'émission a été préparée par Ludivine Bunel et que c'est en public. Bonjour Laurent Bonater. Bonjour. Bon voilà, c'était agréable, on est au coin du feu, cela dit on n'a pas froid hein, parce que dehors il fait chaud aussi. Juste une première question avant de rappeler quelles sont vos principales missions aujourd'hui. On a plutôt tendance à venir volontiers parler de ses succès que de la difficulté du rebond, que de franchir des obstacles. Alors qu'est-ce qui vous fait venir aujourd'hui ? Alors déjà, je viens avec plaisir parce qu'on m'y a convié et je suis ravi d'être au No Coworking, qui est un lieu que je connais bien, que j'apprécie depuis son ouverture à Rouen, qui a marqué d'ailleurs un moment un renouveau sur Rouen, et c'était une belle nouvelle. Et puis, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite sans échec. La vie à 100% de réussite, ça n'existe pas. Dans quoi qu'on fasse. Hier, j'étais avec les agents de résidence de QI Habitat, on parlait de la qualité, la propreté. Tout n'est pas parfait, mais c'est en visant l'excellence qu'on réussit à faire quelque chose de mieux. Et donc, évidemment, les échecs, je crois que c'est Oscar Wilde qui disait ça, l'expérience, c'est le nom que les hommes donnent à leurs échecs. Donc, j'espère avoir encore un peu d'expérience et donc encore quelques échecs. Nombre de personnes dans le public, et ceux qui nous regardent vous connaissent, vous êtes un homme public, mais rappelons néanmoins vos principales activités. Vous êtes directeur général de, vous en parliez d'ailleurs, QI Habitat, qui est une ESH, je dis bien, une entreprise sociale de l'habitat. Exactement. Voilà, donc une SA privée. Une SA privée. Vous êtes également conseiller délégué à la métropole Rouen-Normandie. Nul n'ignore que vous êtes également le maire de Caudebec-les-Elbeuf. Et depuis 2018, on peut ajouter à cela, président de Rouen-Normandie Tourisme et Congrès, il faut le dire dans le bon ordre, plus simplement l'Office de tourisme de la métropole. Et puis également vice-président de RNI, Rouen-Normandie Invest, c'est l'agence de développement économique de la métropole. Absolument. Bon, ça fait beaucoup ou ça va ? Ça fait un peu beaucoup, sachant que la plupart sont des missions bénévoles, toutes celles que vous avez citées à la fin, qui viennent de par mon engagement au sein de la métropole et de par la délégation et la mission que m'a confiée au fil des années le président Sanchez, c'est-à-dire l'attractivité, la promotion du territoire. Évidemment, il y a une cohérence. Moi, j'aime bien ce qui est cohérent, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance, en France notamment, c'est le système que je connais le mieux, à travailler par silo. On dit, toi tu t'occupes du tourisme, toi tu t'occupes du Dévéco, toi tu t'occupes de tel secteur. Il y a quand même beaucoup de sujets qui sont convergents. On aura forcément l'occasion d'en parler ce midi. Et voilà, j'essaie de faire que ces missions soient complémentaires, tout en essayant de garder un engagement. Moi, je ne fais pas de mission que je ne peux pas mener. Il y a 1 an et demi, gentiment, je connais beaucoup d'architectes, ils m'avaient proposé de devenir administrateur de l'école d'architecture de Rouen, ce que j'ai accepté avec grand plaisir. Je me suis rendu compte que je ne tenais pas le rythme, je ne pouvais pas faire 4 heures de conseil d'administration tous les 6 semaines. Le jeudi après-midi, je n'y arrivais pas, donc j'ai fini par quitter ce conseil d'administration auquel je n'arrivais pas à aller. Donc quand je fais quelque chose, je le fais vraiment et je suis présent. Vous êtes un homme public. Pour une partie de vos activités, vous êtes un homme que l'on peut qualifier de politique. Comment vivez-vous, comment considérez-vous ce qu'on pourrait appeler l'échec d'image que subissent aujourd'hui les hommes politiques? Il y a forcément un rebond à opérer par rapport à cela. Vous vivez ça comment, vous ? Alors déjà, il ne faut pas imputer aux autres la faute qui est la nôtre. Donc s'il y a un échec d'image des politiques, c'est que globalement et collectivement, à des moments, les politiques ont failli. Sinon, il n'y aurait pas cette défiance. Alors, pardonnez-moi, si je peux vous couper, je suis désolé, mais c'est assez rare quand même d'entendre des hommes politiques en cours de mandat dire « à un moment donné, on a failli ». C'est souvent ceux qui n'ont plus le mandat ou qui sont repassés dans l'opposition. En général, quand on est en mandat, on a l'impression que tout le monde s'autosatisfait. C'est pas un peu vrai ? Oui. C'est-à-dire, il y a tellement de gens qui sont là pour dire les trains qui n'arrivent pas à l'heure, et c'est normal, la presse, les médias, les réseaux sociaux, qu'il faut compenser. Et si nous, on ne dit pas ce qu'on réussit, moi, je pense à mon mandat de maire, si tous les jours je ne martèle pas ce qui va bien, on va toujours me ramener ce qui ne va pas bien, ce qui est normal. Les gens viennent vous voir d'abord avec des difficultés, d'abord avec ce qui ne va pas. Alors, cette difficulté d'image, donc, je pense qu'elle vient de loin, et ça c'est mon expérience, et
moi, vous avez gentiment rappelé que mon activité principale, hein, aujourd'hui, c'est ce qui me fait vivre, c'est la seule chose qui me fait vivre, c'est mon métier. Je suis passé de la sphère publique, j'ai été longtemps un collaborateur d'élu en collectivité, je suis passé de la sphère publique à la sphère privée, même si c'est une sphère privée qui travaille énormément avec le réseau public, le logement social. Ça m'a changé et ça a transformé la vision que j'ai des choses, où j'avais une vision relativement classique du politique, assez vertical, qui dirige et de l'info descendante et de l'action descendante. Et depuis 6 ans, j'ai une vision un peu modifiée, différente. Et donc, je dois reconnaître que longtemps, les politiques, et certains encore aujourd'hui, hein, il y a encore des vieux schémas parfois qu'on voit, j'espère ne plus être dans ces schémas-là, ont trop travaillé comme des êtres hors sol, la politique étant à la fois un but en soi, une organisation humaine différente des autres. Alors, moi, je considère, et c'est pour ça que je trouve très sain, et ça se fait de plus en plus, on l'a vu récemment au plan national, on le voit aussi au plan local, les décideurs publics qui peuvent faire une partie de leur carrière dans le privé, puis une partie publique, puis revenir dans le privé, ou pas dans le privé d'ailleurs, mais reprendre une activité professionnelle. C'est pas facile parce que les passerelles sont très rares. Un employeur ne vous attend pas. Si vous dites je vais faire maire pendant 6 ans, votre employeur il ne va pas vous attendre. Et j'ai beaucoup de collègues élus, il y en a qui sont... C'est un des problèmes de nos institutions d'ailleurs. Et concilier les deux, c'est pas toujours facile. Moi j'ai la chance d'être, pour ce qui concerne Caudebec, l'Office du tourisme et Que Vie Habitat, en responsabilité. Je suis le premier responsable, donc les agendas, les organisations, j'en décide pour une grande part. C'est beaucoup plus simple. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de mes collègues et ils doivent faire face. Alors, ce mandat de maire, soyons concrets, le maire de Caudebec-les-Elbeuf, comme tous les maires, vous êtes à la recherche dans toutes vos réflexions, toutes vos décisions, la recherche de l'intérêt général. Bien évidemment, l'intérêt général, il se heurte, bien sûr, en permanence au cumul des intérêts particuliers. Comment vous gérez ça? Racontez-nous de manière très vraie, très authentique, par exemple, une décision qui se confronte au refus ou à la mauvaise volonté des concitoyens, d'un ou plusieurs. Comment on vit ça, très concrètement, quand on est maire? Comment on fait? Alors, déjà, et c'est la chance que j'ai dans mon parcours, on ne devient pas maire un jour en sortant de nulle part. On vient de quelque part. Et moi, je viens de l'opposition. J'ai eu un début de mandat précédent dans la majorité municipale, et puis un conflit avec l'ancien maire a fait que j'ai été expulsé de cette majorité à l'époque. Et donc, on se construit dans l'opposition. Et si on travaille dans l'opposition, et c'est ce qu'on a fait avec mes collègues, on va au contact des gens, on les écoute, et donc déjà le projet que vous portez est normalement... Il récolte un certain consensus, un pré-consensus. Au moins, vous sentez les aspirations les plus saillantes, les plus fortes de vos concitoyens. Et donc le projet politique que vous portez, le projet de gestion municipale, c'est ce qu'on a fait en 2014, il est issu de ce que vous avez collecté, de ce que vous avez entendu, et de ce que il vous semble être... Et vous l'avez très bien dit, l'intérêt général qui n'a jamais été la somme des intérêts particuliers. Moi, je le vois avec mes collègues, on va souvent, et c'est un autre élément de réponse que je veux vous apporter à votre question, on va souvent, y compris quand on fait des aménagements de voirie très simples, on va les discuter avec les riverains. Si vous prenez les contraintes de tout le monde, vous ne faites plus rien. Alors des fois, ça arrive, hein. Les gens vous disent ça roule trop vite dans ma rue, il faut faire quelque chose. Bon, vous allez voir l'aménagement, et puis si vous écoutez le voisin A, le voisin B, le voisin C, ils ont tous des besoins différents, et donc à la fin, vous faites rien. Alors, et qui ne sont pas faux, et qui ne sont pas faux, mais comme on essaie toujours de défendre l'intérêt général, on essaie de faire au mieux possible. Souvent d'ailleurs, la discussion avec les riverains, parce que vous leur dites ce que ça coûte, hein, vous dites un ralentisseur, un gros c'est 40 000, un petit c'est X 1000, voilà. Et du coup, ils se rendent compte mieux de ce que ça coûte. Et souvent, ces discussions-là ne sont pas des discussions inflationnistes. On vous en demande moins que ce que vous aviez prévu de faire. Et donc, et au final, dans 98% des cas, l'aménagement satisfait aux différentes contraintes. Une variante un peu de la question que je viens de vous poser, c'est celle de la vision que l'on réclame chez l'élu. Ça fait partie du job. On essaie de voir le plus loin possible, on essaie de structurer, de préparer l'avenir, et ainsi on est amené à prendre des décisions parfois qui ont du mal à être compris par les gens qui vivent dans l'immédiateté, ce que nous sommes un peu tous. Là encore, comment on fait? Quel élément de pédagogie? Alors, vous l'avez dit, le mot, c'est la pédagogie. C'est aussi le calendrier, c'est-à-dire que, et là, il suffit d'être un peu observateur, un peu fin. Il ne faut pas prendre les décisions les plus difficiles au moment le moins opportun. Je ne parle pas que du moment électoral qui est important, évidemment, mais aussi, voilà, si vous devez porter une réforme de rentrée scolaire, vous ne la prenez pas le 4 septembre pour l'application le 8. Vous en parlez très en amont et vous voyez les gens très en amont. Depuis que je suis maire en responsabilité, je n'ai pas de souvenir de choses totalement incomprises. Je me rappelle avoir pris des décisions qui n'étaient pas forcément populaires, mais qui étaient des décisions de bon sens ou de bonne gestion.
la pédagogie, l'explication, et surtout toujours redire aux gens pourquoi, comment, combien, ce que coûtent les choses. Les gens, c'est normal, n'ont pas l'idée de ce que coûtent les services publics, de ce que coûte tel aménagement, surtout parce qu'encore un aménagement, on se rend compte qu'il y a des travaux, les gens voient à peu près, mais le coût de main-d'œuvre, par exemple, et de frais de fonctionnement, ils ne peuvent pas le mesurer. On passe maintenant à Quevilly Habitat. Quevilly Habitat, ESH, entreprise sociale de l'habitat. Là encore, on imagine que tout n'est pas rose. Là encore, vous avez des habitants, vous avez des clients. Vous pouvez nous dire, dans l'expérience que vous cumulez jusqu'à présent, quels sont les points durs, les moments difficiles que vous avez rencontrés et où il a fallu aller chercher des solutions qui n'apparaissaient pas de manière évidente a priori? Alors, dans le logement, on gère 10 500 logements, on connaît tous les drames qui peuvent arriver, je touche du bois, depuis 6 ans que je suis directeur général, je n'ai pas connu de drame, on pense tous aux incendies dramatiques, aux balcons qui s'effondrent, donc touchons vraiment du bois parce que c'est des choses horribles à vivre. Pour autant, vous devez y penser de plus en plus. Pas de plus en plus, on y pense, et en même temps, si on pense qu'à ça, on ne fait plus rien, c'est-à-dire qu'on se dit tous les jours qu'est-ce qui va se passer, et je ne sais pas si on peut s'y préparer, on a les outils qui vont bien pour s'y préparer, mais l'important c'est de faire que les équipes techniques au quotidien aient les moyens de faire leur travail et de mettre toujours évidemment en priorité la sécurité, mais après un accident est toujours arrivé. Donc les principales difficultés qu'on rencontre dans le logement social ces derniers temps, qui sont plus des difficultés, là je vais vous parler en tant que dirigeant, c'est-à-dire de perspective, c'est que les pouvoirs publics éditent une loi nouvelle sur le logement tous les 18 mois, donc on n'a pas fini d'appliquer les 2 lois précédentes qu'on est déjà en train de délibérer de la loi qui arrive, donc ça c'est extrêmement compliqué. Clairement, il y a des réformes votées il y a 3 ans qu'on n'a pas mis en œuvre, et on a bien fait de ne pas les mettre en œuvre parce qu'elles ont été annulées par la réforme suivante. Ça c'est un tout petit peu compliqué. Là, ces derniers temps, ça vient de se finir, donc c'est plutôt des bonnes nouvelles. On a passé une période de turbulence financière parce que le gouvernement actuel a décidé en partie à juste titre d'ailleurs, mais il est allé un peu brutalement, de faire rendre gorge aux bailleurs sociaux d'une partie de leurs bénéfices. Donc c'est quand même une économie très administrée. On nous a pris nos loyers, on nous a dit on va vous prendre tant de loyers. Alors on a eu pendant quelques mois une visibilité qui était un peu bouchée, on ne voyait pas très bien où on allait. Là il y a un accord qui a été signé il y a 15 jours. Bon voilà, là on a de quoi travailler tranquillement pendant 3 ans et sans doute au-delà. Une question sur vous-même à ce stade de notre échange. Lorsque, quelle que soit la mission d'ailleurs, quel que soit le contexte, vous voyez se dresser devant vous un front d'inacceptation ou voire de contestation, est-ce que c'est de nature quelquefois à vous mettre le doute, sachant que lorsqu'on fait passer une décision, on a à peu près acquis la certitude d'avoir raison, au motif aussi qu'on a travaillé avant et que ça ne sort pas du chapeau, mais est-ce qu'il y a des moments où on ne connaît pas le doute? Alors oui, il y a 2 types de doutes. Il y a le doute que vous dites, c'est-à-dire vous prenez une décision, puis vous voyez qu'elle n'est pas du tout acceptée. Objectivement, il faut être assez vite modeste. Il faut se dire, on a fait une bêtise. Revenir en arrière parfois? Oui, bien sûr. Ça heurte un peu la fierté? Oui, il faut pas mettre trop de fierté dans ces choses-là. On parle de la décision politique, là. Je pense qu'un bon politique, il ne doit pas être spécialiste d'une chose en particulier, il doit être généraliste un peu en tout, il doit s'appuyer sur des compétences techniques très, très affirmées, et il doit surtout vérifier que ce que lui disent les techniciens a un rapport avec la réalité. Moi, j'ai débuté il y a longtemps en Gironde, et il y avait un président du conseil général qui passait très peu de temps dans ses services et qui allait tout le temps sur le terrain, et c'est une bonne leçon, c'est-à-dire que vous pouvez passer quelques moments à décider, mais il faut surtout aller voir que ce que vous avez décidé rend le service que vous avez et l'usage que vous avez décidé. Et le deuxième doute, et là il est plus fort, c'est le doute de lassitude qui peut arriver, qui ne me menace pas aujourd'hui, mais les soirs de fatigue, et quand vous avez beaucoup travaillé, que vous faites plein de choses, en tout cas c'est le sentiment que j'ai, de faire beaucoup de choses, et qu'on vous renvoie à l'accessoire, à l'anecdotique, ou aux polémiques, ou à l'ego, ça c'est parfois un peu lassant, et vous dites, bon, j'ai donné beaucoup de mon temps. Le mandat municipal de Caudebec, c'est une indemnité qui est, pour ce qui me concerne, de 1 200 € par mois. Je le dis évidemment public. Et c'est beaucoup de temps sur la vie privée. C'est le soir, le week-end, les jours fériés. Bon, des fois vous dites, écoutez, voilà, les réseaux sociaux ne contribuent pas beaucoup à la sérénité de tout ça, mais comme je suis trop actif dessus, c'est de ma faute.
Autre question à propos du doute, là, celui que l'on peut ressentir face à une nouvelle mission. Dans votre expérience professionnelle, dans votre parcours, vous avez embrassé de nouvelles professions pour lesquelles vous n'étiez pas forcément préparé. Là encore, expliquez-nous, est-ce qu'il y a des moments où on se dit, mais comment je vais faire? Est-ce que, peut-être arrivé d'ailleurs en public, aux uns et aux autres, en prenant une nouvelle responsabilité, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais m'en sortir? Là, on a envie de vous entendre un peu avec de l'authenticité et de l'humain. Vous n'êtes sans doute pas Superman. Ah ben sûrement pas. Pas plus que d'autres. Sûrement pas. J'ai eu la chance d'avoir une formation assez généraliste, de ne pas être un spécialiste de tel ou tel sujet. Moi, mon saut dans le vide le plus important, il a eu lieu il y a 16 ans. J'étais en Gironde et Laurent Fabius m'a demandé d'être son directeur de cabinet en Seine-Maritime. Je n'avais jamais été directeur de cabinet, je ne connaissais pas la Seine-Maritime et je n'avais jamais travaillé pour Laurent Fabius. Et il n'y a pas d'école pour ça. Et il n'y a pas vraiment d'école pour ça, parce que les collaborateurs de cabinet, il y a à peu près tous les profils possibles. Vous faites le saut dans le vide. Alors là, en l'occurrence, c'était non-stop, 7h, 23h, des demandes, vous imaginez le rythme de travail de Laurent Fabius. Bon, vous vous mettez dans le bain. J'ai tendance à dire, il m'a jeté dans le bain, il a regardé si je savais nager. Bon, je ne me suis pas noyé, donc on a continué. Les doutes de compétences, ça se résout. C'est-à-dire, si vous ne savez vraiment pas quelque chose, vous allez voir la personne qui sait, vous allez faire une formation, vous allez vous appuyer. Après, c'est les doutes du bon choix, ce que vous disiez tout à l'heure. Ça, vous n'êtes jamais sûr à 100% d'avoir pris la bonne décision, surtout dans des cas, on a tourné autour depuis tout à l'heure, les cas humains les plus difficiles. Moi, je pense toujours dans mes responsabilités, quand vous avez un drame, j'ai pas connu de drame, enfin si, évidemment comme maire j'en ai connu des horribles, mais quand vous avez un drame, un décès, les décisions de gestion que vous pouvez prendre, elles n'ont pas beaucoup de sens. Je prends un exemple, toujours, c'est la question du cimetière. C'est toujours, j'ai eu beaucoup le cas à Caudebec, vous prenez la décision de gestion qui est la plus rationnelle, et évidemment, quand quelqu'un vient de perdre un proche, c'est inentendable. Donc il faut toujours bien sous-peser les deux. Tiens, à propos du mandat de maire, quelle est la décision la plus difficile que vous ayez eu à prendre depuis que vous êtes en mandat? C'est difficile à dire. La plus difficile que j'ai eu à prendre, j'en ai pas souvenir d'une qui remporte. Difficile à divers titres d'ailleurs. Hein. Ça peut être complexe intellectuellement, ça peut être difficile humainement. Les questions les plus dures, c'est les questions humaines. C'est pas des décisions, c'est des moments. Enfin, moi, j'étais jeune élu, je suis allé prononcer l'éloge funèbre d'un jeune un drame dans l'Eure qui avait marqué les esprits. Il y avait eu 5 morts dans une voiture dans un Caudebec. Vous n'avez pas les mots, quoi. Je connaissais évidemment la famille, vous vous retrouvez, en l'occurrence dans une église évangélique. C'est le moment qui m'a le plus marqué. J'étais élu depuis 1 an et demi, hein. C'était en 2009. Bon, ça, c'est pas une décision, mais c'est vraiment un moment qui marque, quoi. Je reviens sur le job de bailleur social. On a parlé de l'image des politiques, abordons celle des bailleurs sociaux. On l'a un peu évoqué dans certaines de vos réponses tout à l'heure, mais plus spécialement, donc spécifiquement sur l'image aujourd'hui, c'est un peu mise à mal à travers des éléments d'actu qu'on connaît tous. Comment vous gérez tout ça en termes de gestion de cette image? Oui, je reviens, hein, pas de langue de bois, c'est la même chose que pour les politiques. Si on a eu une image mauvaise à un moment, c'est qu'il y a eu des gens qui n'ont pas fait bien leur travail, il y a eu des bailleurs qui ont abusé, il y a eu des systèmes avec certains bailleurs parallèles qui n'étaient pas honnêtes, qui n'étaient pas clairs. Ça, bon, c'est très largement derrière nous. Il y a eu effectivement un cache investigation sur le sujet il y a quelques semaines qui était très caricatural. C'est-à-dire que vous pouvez toujours prendre dans tous les métiers. Dans le sud de la France. Oui, il y avait un dans le sud, un dans le nord et un à Paris. Trois bailleurs pour des choses très différentes d'ailleurs. Dans toutes les professions, je ne connais pas de profession où vous ne pouvez pas prendre un mouton noir, 2 moutons noirs, 3 moutons noirs. Si on fait la liste ici, vous voyez, on pense tous tout de suite. Je ne vais pas citer de profession, je vais me mettre trop de monde à dos, mais il y a évidemment des moutons noirs à trouver. Après, aujourd'hui, moi, ce que je dis quand je parle du logement social, c'est que, contrairement à un promoteur, il y en a dans la salle, j'espère que je ne vais pas les choquer, quand un bailleur social construit ou achète, moi, les choix de gestion que je fais aujourd'hui, je les fais pour les 50 prochaines années, que Vihabitat est une entité qui a 94 ans, 95 cette année même. Nos premiers logements construits en 24, on les a toujours, on les gère toujours. Donc on a plutôt intérêt à penser à la qualité. Et aujourd'hui, le logement social livré
de base, il est de meilleure qualité que le logement de promotion livré de base, parce que on n'en a pas le même usage. On passe à la mission qui est la vôtre, à la présidence de l'Office de tourisme de la métropole, Rouen-Normandie Tourisme et Congrès. C'est assez récent encore pour vous. C'est venu comment? Comment vous êtes arrivé là? Alors, c'était pas du tout prévu. Je vous disais tout à l'heure, à la métropole, je me suis impliqué de manière crescendo, puisque au tout début du mandat, j'avais dit à Frédéric Sanchez, confie-moi une mission de représentation, mais qui ne nécessite pas beaucoup de réunions avec les services, parce que je savais que les 2 premières années ou les 3 premières années à Caudebec allaient être terribles. Je reprenais une équipe municipale, enfin une municipalité qui avait été gérée à l'ancienne pendant 20 ans. Tout était à construire, il y avait toutes les procédures à remettre en route, toute la confiance de la population à regagner. Enfin, le hiatus était très puissant entre l'équipe municipale sortante et la population, donc il fallait reconstruire ça, la confiance. Tout simplement que les gens vous font confiance, c'est beaucoup plus simple. On est une petite ville, il y a 10 500 habitants. Quand les gens croient ce que vous dites parce qu'ils ont déjà expérimenté, que vous leur avez déjà pas vendu des salades la fois d'avant, bon, ça simplifie beaucoup les choses. Donc j'avais dit à Frédéric Sanchez, je veux une mission, donc c'est comme ça que je me suis occupé d'attractivité, de promotion du territoire, qui est évidemment ce qu'on en fait, c'est-à-dire que et de relations internationales au début. Et donc, à ce titre-là, je suis devenu administrateur de l'Office du tourisme. J'étais vice-président aux côtés de Guy Pessiot. Ouais. Objectivement, comme je vous l'ai dit, je suis très sérieux, donc j'allais aux réunions de conseil d'administration, etc., mais je ne m'occupais pas de la gestion quotidienne de l'Office. Et puis alors, donc, il n'y avait pas du tout de perspective. Moi, Guy Pessiot était président depuis déjà plusieurs années, il n'était pas prévu qu'il s'arrête. Et puis, il y a 1 an et demi, Guy Pessiot m'a dit j'aspire à prendre un peu plus de retraite. Oui, il a envie d'avoir un peu de tranquillité. Voilà, à profiter plus de la Charente. J'ai 70 ans, je vais arrêter mon mandat municipal, enfin en tout cas, c'est comme ça qu'il me l'a dit. Donc, prépare-toi. Bon, voilà. Donc, je me suis retrouvé président de l'Office du tourisme dans une période de transition, et c'est ce qui m'a le plus animé, c'est d'organiser. Et donc là, je vais me reposer un peu, je vais profiter de l'Armada, et puis je vais laisser travailler les... Pas une mauvaise année d'ailleurs pour devenir président de l'Office du tourisme, une année où il y a l'Armada 2019. C'est pas la pire, c'est pas la pire. Et donc, il y a juste, je voulais la citer, il y a une nouvelle directrice, Delphine Croc, qui vient d'arriver il y a quelques semaines. Qui a remplacé Yves Leclerc. Voilà, Yves Leclerc va partir en retraite dans les jours qui viennent. Et bon, voilà, je lui ferai largement confiance et j'aurai moins besoin de m'impliquer dans la gestion quotidienne. Alors, cette présidence de l'Office de tourisme, intéressant de se poser la question des leviers qu'on a en main, des moyens d'action. Bien sûr, il y a une équipe, bien sûr, il y a des gens qui œuvrent, il y a de l'expérience, il y a une stratégie, il y a des objectifs, mais on est lié aussi à des éléments extérieurs, exogènes. On est par exemple lié à l'image du territoire. À l'instant T, par exemple aujourd'hui, au moment où on se parle, le territoire a une image. Ça a été quantifié d'ailleurs par Rouen-Normandie Invest. Ouais, il y a une belle étude, une grosse étude qui a révélé d'ailleurs, alors sans phare, sans concession, un certain nombre de points positifs, mais aussi des manques du territoire. Et puis, il y a des éléments aussi à fédérer, il y a les acteurs économiques, il y a les acteurs institutionnels. Pas évident tout ça. Oui, alors deux éléments de réponse. D'abord, la mission de l'Office du tourisme, c'est 2 grandes missions, c'est d'accueillir le public et de faire savoir, donc la promotion. Donc sur ces missions-là, effectivement, vous faites avec ce qu'on vous donne, et à ce titre-là, notre territoire nous donne beaucoup quand même. Moi, je l'ai dit, je ne suis pas né à Rouen, mais je suis tombé profondément amoureux de cette ville et de ce territoire parce que nous avons, notamment en termes de patrimoine, mais pas uniquement en termes de culture, de gastronomie, on a des atouts à faire valoir qui sont assez rares en France. Il n'y a pas 50 villes qui ont nos atouts, il n'y en a même pas 10. Redisons-le. Mais je le dis. Alors ça, c'est ce qui a beaucoup changé à Rouen depuis 15 ans, parce que j'essaie de mesurer ce qui progresse. Et quand je suis arrivé ici, je trouvais que les Rouennais, dont je suis maintenant, mais à l'époque, disaient beaucoup de mal d'eux-mêmes et de leur territoire. Ils envoyaient toujours une image négative. Je trouve que ça a beaucoup changé, que ça a beaucoup progressé et qu'on en voit plutôt des signaux positifs. Alors ensuite, sur les sujets exogènes, il y a évidemment ce qui se passe autour de vous. Moi, j'essaye de faire que l'Office de tourisme soit un coordinateur. Comme je vous disais tout à l'heure, pas de travail en silo, on coordonne, on facilite. Je ne peux pas voir un hôtelier ou un restaurateur, exemple récent, qui me dit telle décision ou telle réponse, ou c'est pas clair, voilà. C'est pas forcément oui, c'est pas forcément non, mais il faut que ce soit clair, il faut que l'interlocuteur soit bien identifié. Et ça, moi, le fait que j'ai cette expérience-là, y compris à la métropole, fait que je peux très facilement au moins dénouer les situations pas claires. Ça ne veut pas dire qu'on dit oui à tout, mais au moins que le bon interlocuteur soit trouvé. Après, il y a des facteurs exogènes très forts. On a vécu une période très difficile d'attentats en France, qui fait que l'Asie, et notamment les Japonais, ont rayé une grande partie de l'Europe de leur retour pendant des mois et des années. Donc nous, on a eu quelques années, 14, 15, 16, où on est passé de 300 groupes de Japonais à 30. Alors là, vous subissez, vous pouvez faire ce que vous voulez, que l'attentat soit à Bruxelles, à Londres ou à Paris. De toute façon, ils ne viennent pas en Europe, ils repartent en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Donc vous attendez que ça passe, vous faites le dos rond, et puis là, ils reviennent massivement, et c'est tant mieux.
En regardant devant, ce que vous ne manquez pas de faire dans ce mandat de président de l'Office de tourisme, quels sont les deux éléments que vous pouvez avoir face à vous? L'un qui serait un point de force évident sur lequel vous allez vous appuyer, et puis l'autre, un point de difficulté, un point noir, un point à surmonter. Vous dites, bah, là, j'ai vraiment envie d'agir, et il va falloir surmonter pour atteindre un objectif que je me fixe. Alors, bon, ma question est un peu vague, un peu théorique, mais vous avez forcément des réponses. Oui, oui. Alors, point de force, c'est tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire que, et là, j'étais ce matin sur un des derniers chantiers qui est en train de se livrer, Cœur de Métropole, devant la cathédrale. La qualité des espaces publics qu'on va avoir maintenant, tout le quartier des musées, enfin tout le centre-ville, est en train de se transformer profondément. Et on va revoir combien notre ville est belle, dont on ne doutait pas, ce dont nos visiteurs ne doutaient pas, mais enfin, on avait quand même pris beaucoup de retard. Donc nos points forts, ils sont multiples, et moi, je ne suis pas un tout patrimoine. Je pense que ce patrimoine sera d'autant plus fort qu'on le nourrira de modernité, d'éléments nouveaux. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, et je compte beaucoup sur les acteurs privés, notamment sur le tourisme numérique, les formes de réalité augmentée. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se développent, et je pense qu'il nous faut un élément d'accroche que le Panorama est aussi actuellement. Je salue sa directrice qui est là. Voilà. Ce qui est compliqué pour l'avenir, c'est pas que Rouen. Deuxième partie de ma question. Oui. Ouais, c'est l'emploi. Enfin, pas l'emploi, c'est les gens formés. Aujourd'hui, nos restaurateurs, nos hôteliers, les professionnels du tourisme ont des difficultés à recruter des professionnels, des jeunes. Le taux de chômage baisse énormément. Moi, je le ressens en tant que maire. Les demandes d'audience pour emploi, c'était 3-6 par semaine au début du mandat. J'en ai quasiment plus. Ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas des chômeurs, mais ceux qui sont aujourd'hui malheureusement décrochés, sont très loin de l'emploi. Et nos professionnels ont beaucoup de mal. Donc je crois beaucoup, et il y a quelques beaux projets dans les cartons qui j'espère verront le jour, je crois beaucoup à Rouen comme terre de formation en hôtellerie, en tourisme, en restauration. Je pense qu'il y a un vrai enjeu, et aujourd'hui on est malheureusement trop faible. Question très pratico-pratique. Question est un peu bateau, un peu banale, mais on a toujours envie de la poser à des personnes comme vous qui, j'ai pas dit qui cumulent, je vais dire qui additionnent un certain nombre de missions. Ouais. Il y aurait une ambiguïté sur le terme cumul. Oui, parce que le cumul des mandats, c'est quelque chose dans lequel je ne suis pas, c'est quelqu'un qui a plusieurs mandats. Moi, le mandat métropolitain dépend uniquement du mandat de maire, et dans la tradition française déplorable du cumul des mandats, c'est que vous accumulez les mandats, mais en fait, vous n'en faites qu'un. Et l'ensemble des moyens convergent vers ce mandat. Moi, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que je n'ai qu'un mandat et j'essaie de faire converger les activités et les missions vers autre chose. Précisons que le mandat de président de l'Office du tourisme, on peut le qualifier de mandat, mais pour autant, il est bénévole. Absolument. On le redit. Alors donc, question sur l'emploi du temps, question sur la façon de gérer tout ça. Est-ce qu'il y a des bugs? Est-ce qu'il y a des fois, je sais pas, certains d'entre nous, des fois, on loupe un truc sur l'agenda, mais alors nous, quelquefois, on en a un seul. Alors vous en avez au moins 4, peut-être un peu plus. Là, on a envie d'entendre un peu d'anecdotes. Il faut être très bien organisé, il faut avoir des assistantes de très bon niveau, ce qui est mon cas. J'ai la chance d'avoir toujours eu des très bonnes assistantes autour de moi dans les différentes missions que je fais, qui gèrent l'agenda, clairement, qui incrémentent tout dans mon smartphone, qui vient tout au même endroit. La principale difficulté, c'est le conflit d'agenda. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on vous demande d'être à deux endroits opposés. Bon, vous réglez. Et ensuite, dans l'organisation humaine des choses, la question, c'est de la délégation et de la confiance. Si vous ne déléguez pas et si vous ne faites pas confiance, si vous voulez tout garder en main, ça ne peut pas marcher. Donc il faut déléguer. La délégation, c'est pareil, et la confiance, ça n'exclut pas le contrôle. Et quand vous sentez que quelque chose que vous avez délégué ou que vous avez confié ne marche pas, vous reprenez la main, vous réorientez votre fusil d'épaule, quoi. Juste avant les deux dernières questions rituelles de J'ai rendez-vous avec, peut-être une envie que vous pouvez avoir, en tout cas c'est peut-être une envie de nous et de la part du public aussi, de vous entendre sur le petit truc, le petit conseil qui vous est personnel et que vous avez en vous et qui nous permettrait de savoir comment vous suggérez de passer l'échec, de passer la difficulté, de franchir. Vous avez quelque chose qui vous est propre, une façon, une méthode bonataire peut-être? Ça, je suis pas sûr que ça existe. Si c'est le cas, on fera un bouquin, on ira voir les émissions des falaises. C'est ça. Non, je suis pas très coaching personnel, moi, je suis pas sûr d'être très bon là-dedans. On a tous un peu une façon de faire, à nous. Oui, mais c'est difficile à définir. Moi, l'échec qui m'a le plus marqué, mais qui m'a permis de rebondir, c'est le moment où j'ai été renvoyé de la majorité municipale de Caudebec sur une abstention au conseil municipal. C'est vous dire si les choses étaient brutales. Et vous vous doutez, vous vous dites, mais est-ce que ça vaut le coup de passer tant de temps, de soi?
Moi, ce qui me nourrit, c'est pas la réponse à votre question, mais c'est ma réponse, comme disait l'autre. Ce qui me nourrit, c'est la culture. Donc voilà, quand vous avez du temps, quand vous avez envie de réfléchir, quand vous vous nourrissez de livres, vous nourrissez de cinéma, vous nourrissez de théâtre, vous nourrissez d'opéra, vous nourrissez d'expos. Aujourd'hui, c'est ce qui me manque le plus parce que j'ai moins de temps pour le faire. Mais je sais que si par malheur, j'avais plus de temps parce que j'ai échoué dans une de mes missions, je sais vers quoi je me tournerai quand je vois les piles de livres et de bandes dessinées qui Le bouquin longent. du moment, c'est quoi? Alors là, je suis dans... Ou la BD? Peut-être la BD? Alors BD, non, parce que j'en ai pas en cours, puisqu'il y en a plein qui m'attendent. Non, c'est un bouquin, c'est La vie d'Arthur Mineur. Je ne sais pas qui est l'auteur, je suis au début. Là. Voilà, je suis dedans. Dernier film? Alors attendez, dernier film, pas à la télé ou pas sur dernier Netflix. film au cinéma. Au cinéma. Un vrai film. C'était il n'y a pas très longtemps, mais je ne me rappelle plus. Je me retourne vers quelqu'un qui pouvait y être avec moi. Vous n'êtes pas endormi quand même, hein? Non. Le dernier, mais je sais plus, dites donc. Bon. Là, il y a plein de choses que j'ai envie de voir, mais voilà. Écoutez, moi j'ai vu dernièrement un film très sympa, je ne sais pas comment je suis arrivé là, j'aurais jamais eu l'idée, c'est quelqu'un qui m'a entraîné, ça s'appelle Le vent de la liberté. C'est l'histoire d'une famille est-allemande, c'était avant la destruction du mur, qui construit un ballon pour franchir le mur et passer à l'ouest. C'est remarquablement bien fait, très touchant. Voilà, Le vent de la liberté, ça se transforme en une émission cinéphile. Hein. Belle idée. Voilà. Donc les deux dernières questions rituelles, disais-je. Qui conseilleriez-vous à cette production PNTV Now Coworking de recevoir dans les mois prochains? Avez-vous une idée? Ah oui, alors je vais tricher parce que j'ai deux idées différentes. Alors, on les prend. Alors, si on va sur le plan de la politique, moi je vous suggérerais, je ne vais pas vous dire un nom, mais je vais vous dire des fonctions, je vous suggérerais d'inviter un maire d'une petite commune. Parce que j'en connais plein. Dans la métropole, on a 71 communes, 45 qui comptent moins de 4000 habitants. Et je peux vous dire, pour bien les connaître, mes collègues maires, qui font, évidemment, ils ont le même rôle que nous, mais ils n'ont pas les mêmes ennuis, ils ont beaucoup plus d'ennuis, ils ont beaucoup moins de moyens. C'est souvent des maires qui ont le blues. Hein. Qui parfois ont le blues. Ouais. Alors un peu moins dans la métropole qu'en milieu rural, puisque dans la métropole, ils ont, heureusement pour eux, les moyens financiers et les appuis techniques et juridiques de la métropole, et ça les aide beaucoup. Mais enfin, le cheval qui se bagnote dans le champ, ou la tata Suzette qui a disparu parce qu'elle bat la campagne, et ben c'est chez le maire que ça se finit, parce qu'ils savent où il habite, ils vont sonner chez lui. Et ça, mes collègues, donc moi je pense souvent au maire de Freneuse, qui est un ami, ou au maire de Sahur, vous voyez. Bon, je sais qu'il... Puis le manque de moyens aussi. Hein. Je pense à Michel Cousin, qui est le maire de Camembert. Hein. Il y a très peu d'habitants. Et il me disait il n'y a pas longtemps, moi, une fois que j'ai rebouché un trou dans la rue principale, j'ai quasiment épuisé, essoré le budget municipal. Hein. Donc pas évident. Alors, du coup, dans la métropole, ça ne se pose pas, puisque c'est la métropole qui fait son trou et qui lui finance. Voilà. À notre collègue maire. Attendez, et du coup, j'ai une autre suggestion, puisque vous alternez entre les responsables politiques et les responsables économiques. Moi, j'essaie de détecter de temps en temps, quand j'ai le temps, ceux qui vont faire l'avenir. Et là, je crois beaucoup aux jeunes promoteurs, notamment Pierre-Marie Soula de la bière Ragnar. Voilà. Si j'ai une pièce à mettre pour l'avenir, je parie sur eux. Bon, nos amis de Now Coworking qui sont là et qui écoutent avec attention ont tout noté. Et puis, dernière question. La question à l'invité qui vient. Et bien, vous savez ce que vous faites, Laurent Bonater? Vous faites comme tout le monde, vous regardez cette caméra, c'est la vôtre, dans les yeux, comme ça, vous regardez dans les yeux l'invité suivant. Alors, l'invité suivant, c'est Nicolas Denis, le directeur général de la Caisse régionale de Crédit Agricole Normandie-Seine. Quelle est la question que vous avez envie de lui poser? Nicolas Denis, bonjour, on se connaît un peu, on a l'habitude de travailler ensemble. Deux questions, une première clin d'œil, c'est quand est-ce qu'on installe un village Baïséa dans l'agence du Crédit Agricole de Caudebec-les-Elbeuf, ça c'est le clin d'œil. Et la question, la vraie, c'est où en est votre projet que je trouvais très stimulant de devenir Caisse d'épargne, Crédit Agricole, la banque du tourisme. Puisque c'était le projet. Alors, dans ces cas-là, on dit on coupera au montage, mais je suis pas sûr qu'on coupe. Non, il ne faut pas couper, il faut le laisser, ça le fera sourire. Voilà, merci beaucoup Laurent Bonater, c'est en public et on s'en aperçoit. Merci. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup au public qui était très très attentif. C'est une belle formule et il reste quelques sièges d'ailleurs peut-être pour les prochaines éditions. Merci à, je le redis, Ludivine Bunel qui a préparé cette émission, Adrien Public qui l'a réalisé et puis à Now Coworking qui nous accueille. C'est fini pour ce mois-ci, on se retrouve le mois prochain. Ciao.